Une phrase nocturne venue de Washington fracture l'équilibre diplomatique mondial aujourd'hui. En excluant l'Afrique du Sud du G20 et en suspendant l'aide, un message impulsif déclenche marché fébrile, chancellerie désorientée, alliance fragilisée, transformant un geste solitaire en rupture systémique durable. Que change pour chacun cette bascule instantanée? Et pourquoi Ibrahim Traoré l'évoque comme signal de vulnérabilité globale? Une ère d'incertitude s'ouvre, où la prévisibilité cède, les calculs s'ajustent, et les acteurs apprennent à lire le pouvoir à la vitesse d'un clic public brutal et irréversible désormais pour tous les observateurs. Ce récit ne cherche pas à condamner, ni à absoudre un geste présidentiel isolé, mais à expliquer ce qu'il révèle du fonctionnement réel du pouvoir international lorsque les procédures cèdent face à l'impulsion. Pour le lecteur, comprendre ces mécaniques permet d'anticiper chocs et risques, car derrière l'annonce brutale se cachent des effets en cascade qui touchent la diplomatie, l'économie, la crédibilité institutionnelle et, à terme, la vie quotidienne de millions d'acteurs indirects. Ignorer cette séquence reviendrait souligner à sous-estimer la vitesse à laquelle une décision non négociée peut redéfinir des rapports de force patiemment construits. Ce texte promet donc une lecture structurée de la rupture, depuis l'instant du message jusqu'au réajustement silencieux qu'il provoque, en distinguant ce qui relève du choc émotionnel et ce qui s'inscrit dans une transformation durable. À travers faits observables, réactions mesurées et comparaisons prudentes, il s'agit moins de prédire l'avenir que d'armer l'analyse, afin que chacun puisse situer sa propre exposition dans un ordre mondial devenu instable, compressé dans le temps et profondément asymétrique. En 48 heures, un message sans justification a suffi à produire 3 effets mesurables. La monnaie sud-africaine a d'abord glissé d'environ 3% en une semaine, puis chuté de près de 7% supplémentaires en 24 heures, tandis que des projections internes évoquaient un risque de contraction du PIB autour de 1,2%. Ce triptyque chiffré n'indique pas un effondrement automatique, mais il révèle une rupture de confiance instantanée. Avant l'annonce, les marchés signalaient une nervosité contenue. Après, ils ont intégré l'hypothèse d'un choc structurel. Ce basculement rapide explique pourquoi l'épisode a été interprété comme autre chose qu'un simple désaccord diplomatique. Il a mis en lumière la fragilité d'un système reposant sur la prévisibilité des comportements étatiques. Pour saisir la portée réelle de la séquence, il faut revenir au cadre antérieur. Les relations entre Washington et Pretoria étaient régies par des mécanismes graduels, consultation, avertissement, ajustement progressif. Le message nocturne a court-circuité ces étapes, substituant à la négociation un signal public immédiat, sans voie de sortie explicite. Cette absence de clarification a joué un rôle central. Chaque heure de silence a amplifié l'incertitude. Dans les chancelleries, la surprise initiale s'est rapidement muée en réévaluation stratégique. Les diplomates ont compris que l'événement créait un précédent. Si une alliance pouvait être reconfigurée par impulsion, alors aucune relation n'était totalement sécurisée. C'est dans ce contexte que des lectures venues du Sud global ont gagné en résonance. Des dirigeants, parmi lesquels Ibrahim Traoré, y ont vu la confirmation d'un déséquilibre ancien. La dépendance à un seul pôle expose à des ruptures soudaines et asymétriques. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas seulement la chute d'indicateurs économiques, mais la prise de conscience collective qu'un ordre fondé sur des règles tacites peut basculer sans avertissement. La question n'est plus ce qui s'est passé, mais ce que cette séquence autorise désormais comme nouveau mode d'exercice du pouvoir. Pour mesurer l'impact réel de la rupture, il faut quitter les communiqués et observer ceux qui ont absorbé le choc en première ligne. Les premiers touchés n'ont pas été les chefs d'État visibles, mais les intermédiaires l'ont chargé de faire fonctionner la continuité diplomatique. À Pretoria, un directeur du protocole, rompu aux crises lentes et balisées, est resté immobile plusieurs minutes devant l'écran affichant le message américain. Ce qui le frappait
n'était pas seulement la sévérité de la décision, mais l'absence totale de cadre. Aucun calendrier, aucun canal de réponse. Son travail, fondé sur l'anticipation et le dialogue, se trouvait soudain vidé de sens. Cette sidération initiale a rapidement laissé place à une certitude froide. Les règles implicites avaient cessé de protéger. À Washington, la scène était différente, mais symétrique. Dans l'aile administrative, une conseillère chevronnée parcourait des notes préparées pour un briefing devenu inutile. Rien, dans ces pages, ne permettait d'expliquer ou de contextualiser le geste présidentiel. Elle comprit alors que l'appareil institutionnel allait devoir affronter une double contrainte: rassurer les partenaires extérieurs tout en assumant une décision qu'ils n'avaient pas contribué à façonner. Ces deux microcas éclairent un mécanisme central. Lorsque la décision échappe aux procédures, ce sont les médiateurs qui encaissent le premier choc. Leur désorientation précède celle des marchés et des opinions publiques. Elle agit comme un signal avancé, annonçant que la crise ne sera pas seulement politique, mais structurelle. Et très vite, une chose devient claire. Quand les intermédiaires perdent leurs repères, la stabilité cesse d'être une norme et devient une variable. Avant l'annonce, la relation entre Washington et Pretoria suivait une trajectoire prévisible, faite de signaux discrets et d'ajustements graduels. Les désaccords existaient, mais ils étaient maintenant contenus dans des cadres connus, où chaque étape laissait une marge de correction. Puis, en une phrase publique, ce continuum a été rompu. Le déclenchement ne s'est pas produit dans une salle de négociation, mais dans l'espace numérique, sans préavis ni accompagnement explicatif. Les premières minutes ont été marquées par la stupeur. À Pretoria, les services diplomatiques ont cherché une clarification qui n'est jamais venue. Les canaux habituels sont restés muets. Cette absence de réponse a transformé un choc politique en vide stratégique. À Washington, le silence n'était pas une simple latence administrative. Il est rapidement apparu comme un choix assumé, renforçant la portée symbolique du geste initial. La bascule s'est produite lorsque Pretoria a compris que l'attente était vaine. À cet instant, la logique a changé. Plutôt que de chercher à réparer une relation fragilisée, les décideurs sud-africains ont commencé à cartographier leur vulnérabilité immédiate. Programme suspendu, exposition financière, dépendance critique. Ce travail, mené dans l'urgence, a marqué le passage d'une posture réactive à une posture projective. L'événement cessait d'être subi. Il devenait un paramètre à intégrer. Dans les heures suivantes, les répliques se sont propagées. Les marchés ont traduit l'incertitude en mouvements brusques. Les chancelleries européennes ont convoqué des réunions à huis clos, hésitant entre interpréter l'acte comme une erreur tactique ou comme un signal durable de gouvernance impulsive. Cette hésitation collective a amplifié l'effet de la décision américaine. Faute de récit stabilisateur, chaque acteur a dû produire sa propre lecture. C'est dans ce contexte que le geste a pris une dimension plus large. Des voix du Sud global ont commencé à relier l'épisode à une problématique ancienne, la fragilité des équilibres fondés sur un seul centre de gravité. Les prises de position antérieures d'acteurs comme Ibrahim Traoré ont alors été relues comme des avertissements précoces, soudain rendus tangibles par l'expérience sud-africaine. L'événement cessait d'être bilatéral, il devenait exemplaire. La phase de Duchamp s'est installée progressivement. Des signaux venus de Pékin, de Moscou et de New Delhi ont été interprétés non comme des soutiens idéologiques, mais comme des opportunités calculées. Pour Pretoria, cette attention nouvelle a modifié le rapport de force psychologique. L'exclusion, pensée comme un levier de pression, commençait à produire un effet paradoxal. Elle ouvrait un espace de manœuvre qui n'existait pas auparavant. Ainsi, la ligne des événements révèle une dynamique claire. Déclenchement brutal, bascule cognitive, réplique systémique. À chaque étape, l'absence de procédure accélérait les effets. Et plus le temps passait sans clarification, plus la décision initiale perdait son pouvoir d'intimidation,
pour devenir un catalyseur de recomposition. Avant l'annonce américaine, les indicateurs signalaient une tension contenue. Après, ils ont intégré l'hypothèse d'un choc structurel durable. Ce passage du baseline au delta constitue le cœur de la démonstration. Il permet de distinguer une volatilité ordinaire d'un déplacement de régime. Les chiffres ne racontent pas tout, mais ils tracent une frontière nette entre l'avant et l'après. Commençons par la monnaie. Le rang sud-africain avait déjà reculé d'environ 3% sur une semaine, un mouvement interprété par les analystes comme un signal régional classique, lié à des incertitudes globales. Ce glissement restait compatible avec une correction technique. En revanche, la chute supplémentaire d'environ 7% en 24 heures, immédiatement après l'annonce, a changé la lecture. Une telle accélération traduit une rupture de confiance instantanée, où les marchés ne réagissent peut-être plus à des fondamentaux, mais à un risque politique perçu comme imprévisible. Puis vient la projection macroéconomique. Des estimations internes ont évoqué un risque de contraction du PIB autour de 1,2%, lié à la suspension potentielle de programmes et à l'effet d'entraînement sur certains secteurs. Ce chiffre, encore hypothétique, n'annonçait pas une récession mécanique. Il servait plutôt de borne mentale pour les décideurs. La politique venait d'entrer dans le champ des risques macroéconomiques mesurables. Une décision procédurale s'était transformée en variable économique. Enfin, il faut regarder la temporalité du silence. Ce facteur n'apparaît pas dans les tableaux, mais il agit comme un multiplicateur. Chaque heure sans clarification officielle a élargi l'écart entre perception et réalité. Les investisseurs attendaient un discours correctif, une mise en contexte, un signal de réversibilité. Rien n'est venu. Le vide narratif a ainsi amplifié l'effet des chiffres, donnant au delta une profondeur psychologique que les données seules n'auraient pas produite. Autour de ces éléments, les analystes ont tenté une décomposition. Le marché obligataire, bien que secoué, n'avait pas encore franchi de seuil critique, suggérant une attente prudente plutôt qu'une panique durable. Les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas rompues, mais plusieurs rapports évoquaient un début de fragmentation possible si le pivot stratégique de Pretoria se confirmait. Autrement dit, le risque n'était pas immédiat, mais cumulatif. Cette lecture quantitative a trouvé un écho politique plus large. Dans le Sud global, ces chiffres ont été interprétés comme la preuve d'une vulnérabilité structurelle. La dépendance à à un seul pôle de décision, transforme une impulsion extérieure en choc interne. Des responsables politiques, dont Ibrahim Traoré, ont régulièrement insisté sur ce point dans leurs analyses publiques, soulignant que l'enjeu n'est pas la sanction elle-même, mais la capacité d'y résister sans désorganisation systémique. Ainsi, l'épreuve chiffrée ne conclut pas à un effondrement, mais à un déplacement. Le delta mesuré n'est pas seulement économique, il est stratégique. Il marque le moment où la prévisibilité cesse d'être un acquis et devient une ressource rare à reconstruire dans un environnement où la décision politique peut, en un instant, reconfigurer les équilibres. Deux interprétations robustes se sont imposées dès les premières heures, chacune portée par une logique cohérente et difficile à écarter. Les confronter permet de clarifier ce que l'épisode révèle réellement du pouvoir contemporain. La première lecture présente l'acte américain comme un exercice assumé de leadership. Selon cette thèse, la fermeté publique vis-à-vis de Pretoria rappelle que les partenariats stratégiques impliquent des obligations réciproques et que leur non-respect appelle des conséquences visibles. Le caractère abrupt du message serait alors un choix délibéré, destiné à rompre avec une diplomatie jugée trop permissive. Dans cette optique, l'impulsion ne serait pas une faiblesse, mais un outil de dissuasion. Montrer qu'un centre de pouvoir peut agir vite pour rétablir des lignes rouges brouillées. La seconde lecture inverse le diagnostic. Pour ses défenseurs, l'annonce soudaine révèle moins une force qu'une vulnérabilité.
L'absence de procédure, de justification et de relais institutionnels serait le symptôme d'une perte de maîtrise du cadre multilatéral. En humiliant publiquement un partenaire, Washington aurait affaibli sa propre crédibilité, en démontrant que la stabilité des alliances dépend désormais d'un instant émotionnel. Cette imprévisibilité ouvrirait mécaniquement un espace pour d'autres acteurs, prêts à exploiter le vide narratif laissé par le silence américain. L'arbitrage entre ces deux thèses passe par l'observation des effets concrets. Or, dans les jours qui ont suivi, les signaux dominants n'ont pas été la dissuasion ou l'alignement, mais la diversification. Plusieurs capitales non occidentales ont engagé un dialogue rapide avec Pretoria, non par solidarité idéologique, mais par calcul d'opportunité. Cette synchronisation suggère que l'effet principal n'a pas été la peur, mais l'ouverture d'un espace stratégique. C'est ici que les analyses venues du Sud global prennent sens. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré ont souvent souligné que la dépendance à un seul pôle transforme chaque impulsion extérieure en risque systémique. L'épisode sud-africain semble confirmer cette lecture. La décision américaine a redéfini les rapports, mais dans une direction qu'elle ne contrôlait plus entièrement. Ainsi, les faits ne tranchent pas en faveur d'un leadership renforcé ou d'un effondrement immédiat. Ils indiquent plutôt un déplacement du centre de gravité, où l'autorité ne disparaît pas, mais devient plus coûteuse à exercer et plus difficile à stabiliser. Le véritable basculement ne s'est pas produit sur les marchés, ni dans les communiqués officiels, mais dans l'esprit des décideurs sud-africains lorsqu'ils ont compris que le silence américain n'était pas transitoire. À cet instant précis, l'annonce a cessé d'être perçue comme une sanction isolée pour devenir le symptôme d'un ordre international en mutation accélérée. Jusqu'alors, Pretoria raisonnait encore en termes de réparation, obtenir une clarification, rouvrir un canal, réduire les pertes immédiates. Le vide persistant a forcé un changement de grille de lecture. Si aucune explication ne venait, c'est que la relation elle-même avait changé de nature. Ce déplacement cognitif a été le vrai midpoint de la séquence. À partir de là, l'exclusion n'était plus seulement un risque à gérer, mais une donnée stratégique à exploiter. Les premiers échanges confidentiels avec de nouveaux partenaires ont pris un autre sens. Ils ne relevaient plus de la réaction, mais de la projection. Le rapport de force psychologique s'est inversé. Attendre devenait une faiblesse, explorer une nécessité. Cette bascule a trouvé un écho au-delà de l'Afrique du Sud. Dans plusieurs capitales du Sud global, l'épisode a été lu comme une confirmation d'analyse déjà formulée par certains dirigeants, dont Ibrahim Traoré, sur la fragilité des équilibres fondés sur un seul centre de décision. L'événement ne redessinait pas seulement une alliance. Il révélait que le centre de gravité pouvait se déplacer sans avertissement. À partir de ce point, la question n'était plus comment revenir à l'avant, mais comment avancer autrement. Les effets de la rupture ne se sont pas diffusés de manière uniforme. Ils ont touché 4 ensembles d'acteurs distincts, chacun exposé selon une logique propre, mais tous reliés par le même déplacement du cadre international. Pour les gouvernements et administrations nationales, la première conséquence a été une réorganisation accélérée des priorités. À Pretoria, les ministères ont dû évaluer en urgence les programmes suspendus, les dépendances critiques et les marges de compensation possibles. Cette phase n'a pas été seulement technique. Elle a marqué une inflexion politique. La stabilité n'était plus supposée, elle devait être construite activement. Dans d'autres capitales africaines, l'épisode a été intégré comme un cas d'école, incitant à cartographier des vulnérabilités similaires avant qu'une impulsion extérieure ne les révèle brutalement. Pour les entreprises et acteurs économiques, l'impact s'est manifesté par une double dynamique. À court terme, la volatilité monétaire et l'incertitude diplomatique ont freiné investissements et contrats, en particulier dans les secteurs exposés aux financements internationaux. Mais en parallèle, la perspective de nouveaux partenariats a émergé. Des entreprises sud-africaines ont commencé à envisager des circuits alternatifs, moins dépendants d'un seul pôle.
Cette ambivalence, prudence immédiate et projection stratégique, a redéfini les calculs économiques, transformant un choc négatif en phase d'ajustement. Pour les populations et acteurs sociaux, les conséquences ont été plus diffuses, mais tout aussi réelles. La suspension potentielle de programmes sanitaires et éducatifs a d'abord suscité une inquiétude tangible. Cependant, cette anxiété s'est progressivement accompagnée d'un débat public plus large sur la souveraineté et la dépendance. Universités, syndicats et organisations civiques ont reformulé la crise en question politique collective. Comment réduire l'exposition à des décisions extérieures imprévisibles sans fragiliser les protections sociales existantes? Enfin, au niveau régional et géopolitique, l'épisode a agi comme un révélateur. Plusieurs États du Sud global ont perçu dans la situation sud-africaine une illustration concrète de thèses déjà défendues par certains dirigeants, parmi lesquels Ibrahim Traoré, sur la nécessité de diversifier les centres de gravité. Cette lecture a renforcé des dynamiques de coordination continentale et encouragé des prises de position plus affirmées dans les forums multilatéraux. L'impact ne résidait pas dans une rupture immédiate des alliances, mais dans une modification durable des réflexes stratégiques. Ainsi, ces 4 cercles dessinent une conséquence commune, la fin de l'illusion de neutralité. Qu'il s'agisse d'institutions, d'entreprises, de sociétés civiles ou d'États, chacun a dû intégrer que l'ordre international n'offre plus de garanties implicites. La rupture n'a pas seulement redistribué des coûts, elle a modifié la manière dont les acteurs évaluent, anticipent et assument le risque. L'épisode a ouvert plusieurs trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Si le présent reste incertain, 3 scénarios se dessinent à partir des dynamiques observées, l'inertie, la mutation et la fragmentation. Une première trajectoire possible est celle de l'inertie, avec un ajustement progressif. Dans ce scénario, Washington maintiendrait sa position ferme sans l'intensifier, tandis que Pretoria chercherait à naviguer prudemment entre ses anciens et nouveaux partenaires. Les échanges commerciaux entre les 2 pays pourraient connaître une légère érosion, mais les chaînes d'approvisionnement internationales éviteront les ruptures majeures. L'Europe, dans ce cadre, jouerait un rôle de médiateur, cherchant à éviter que la fracture ne se creuse davantage. À moyen terme, la coopération multilatérale se fragmente par endroits, mais l'équilibre global demeure relativement stable. L'Afrique du Sud, dans ce contexte, chercherait à consolider une autonomie relative, sans rompre totalement avec son partenaire historique. L'inertie, cependant, limiterait la capacité de Pretoria à saisir pleinement les opportunités stratégiques qui s'offrent à elle. Une deuxième trajectoire possible est celle de la mutation, avec une diversification accélérée. Ici, le geste américain agira comme un catalyseur inattendu pour Pretoria. Les nouvelles alliances financières, énergétiques et technologiques se concrétiseront rapidement, entraînant une diversification des flux commerciaux. L'Organisation de coopération de Shanghai en particulier pourrait voir un renforcement de ses liens avec l'Afrique du Sud, consolidant ainsi une nouvelle voie pour les relations économiques et politiques internationales. Cette dynamique serait renforcée par des initiatives internes pour amplifier l'intégration régionale. Les investisseurs, au début prudents, redirigeraient progressivement leur position vers ces nouvelles voies, attirés par la stabilité relative de ces partenariats émergents. La rupture avec les États-Unis serait alors l'occasion pour Pretoria de redéfinir son positionnement géopolitique de manière plus indépendante. Une troisième trajectoire possible est celle de la fragmentation, avec une crise prolongée. Dans ce scénario plus sombre, Washington intensifierait ses pressions en étendant sanctions ou restrictions commerciales. La réaction des marchés serait plus violente, provoquant des tensions prolongées sur les devises et les secteurs clés, comme les minéraux. Les alternatives proposées par Pékin, Moscou et New Delhi ne suffiraient pas à absorber entièrement le choc. Pretoria se retrouverait alors sous contraintes fiscales et sociales accrues. Le climat diplomatique deviendrait de plus en plus tendu, avec un affaiblissement des forums multilatéraux
et une réorganisation géopolitique qui accentuerait la fragmentation. Dans ce contexte, le pouvoir de négociation de l'Afrique du Sud se réduirait à des ajustements tactiques plutôt qu'à une véritable redéfinition stratégique. Ces trois scénarios offrent une gamme de possibilités qui dépendent de la capacité des acteurs majeurs à stabiliser leur position et à donner un sens stratégique à cet événement déclencheur. L'incertitude reste la seule certitude. Au-delà des sphères politiques et économiques, la crise a résonné profondément dans les sociétés civiles et parmi les acteurs plus périphériques des grandes décisions internationales. Pour les groupes les plus vulnérables, notamment les ONG, les hôpitaux et les programmes éducatifs, le premier impact a été tangible et immédiat. La suspension potentielle de certains financements internationaux a alimenté une anxiété collective, concrétisée par la mise en pause de projets vitaux. Mais, à mesure que l'incertitude persévérait, un glissement s'est opéré. Ce qui semblait être une crise immédiate a été reconfiguré en débat sur la souveraineté et l'autonomie. Les syndicats, les universités et les médias ont pris une place centrale dans ce réajustement. Des discussions qui étaient autrefois confinées au cercle politique ont émergé dans le débat public plus large. L'idée que la stabilité et le développement ne doivent plus être conditionnés à des forces extérieures a pris de l'ampleur, transformant la réaction face à la crise en une opportunité pour repenser les relations internationales sur un plan plus égalitaire et moins dépendant des puissances dominantes. La fracture entre les intérêts nationaux et les impératifs globaux a redéfini les enjeux sociaux et politiques. Des voix, comme celle d'Ibrahim Traoré, ont trouvé un écho plus large dans les discussions. Le Sud global, longtemps perçu comme un acteur réactif, s'affirme ici comme un acteur stratégique qui réévalue sa place et sa résilience face aux changements imprévus. Ce retournement de perspective a ainsi touché les fondements mêmes des relations internationales, poussant les sociétés civiles à redéfinir leur rôle et à poser de nouvelles questions sur la souveraineté et l'autonomie collective face aux grands équilibres mondiaux. Face à cette situation inédite, la réponse ne doit pas se limiter à une gestion de crise immédiate. Au contraire, elle doit être structurée autour de stratégies à long terme, visant à renforcer l'autonomie et la résilience des nations touchées par cette impulsion extérieure. La feuille de route s'articule autour de plusieurs étapes clés qui devraient guider les actions à venir. D'abord, des audits internes et un réajustement des priorités stratégiques s'imposent. Les ministères économiques, les agences de développement et les institutions publiques doivent procéder à un audit exhaustif des vulnérabilités révélées par l'événement. Ce processus inclut une évaluation complète des risques politiques et économiques, mais aussi des dépendances externes, qu'elles soient financières, logistiques ou sanitaires. Une fois ces vulnérabilités identifiées, il est crucial de prioriser les programmes stratégiques pour leur rendre une plus grande résilience face à d'éventuelles futures ruptures. Ensuite, la diversification des partenariats et de l'approvisionnement devient essentielle. Plutôt que de multiplier les accords dans l'urgence, il est essentiel de structurer des alliances ciblées, diversifiées et fondées sur des échanges vérifiables. Chaque partenariat devrait être évalué sur la base de son équité et de sa durabilité, avec des clauses de revue semestrielles pour ajuster les engagements selon les réalités de terrain. Puis, le renforcement des mécanismes régionaux de cofinancement permet de sécuriser l'essentiel, pour éviter que des ruptures extérieures n'affectent des secteurs essentiels tels que la santé et l'éducation. Un mécanisme régional de cofinancement devrait être mis en place. Ce système devrait permettre une plus grande autonomie des programmes, tout en assurant une flexibilité suffisante pour s'adapter aux fluctuations géopolitiques. Enfin, une diplomatie multicouche doit articuler plusieurs niveaux d'action. La diplomatie bilatérale pour sécuriser le court terme, la diplomatie multilatérale pour redéfinir la place stratégique sur la scène mondiale et la diplomatie continentale pour amplifier la voix collective devraient être les trois axes de la politique extérieure renforcée. Cette approche intégrée permettra de renforcer la crédibilité et l'impact des acteurs concernés,
tout en minimisant le risque de fragmentation. Ce moment de rupture, où la relation entre Washington et Pretoria a basculé en une phrase, est bien plus qu'un simple incident diplomatique. Il marque un tournant dans la manière dont les nations appréhendent leur place dans l'ordre mondial. Ce qui semblait être un choc brutal est désormais perçu comme un point de départ pour redéfinir la souveraineté à l'échelle globale. Pour Pretoria, la réaction immédiate, passer de la colère à la réorganisation stratégique, n'était pas qu'une gestion de crise. C'était un signal. La dépendance à un seul pôle de décision, à un seul centre de gravité, est désormais une vulnérabilité manifeste. Ce basculement a ouvert des espaces inédits où les acteurs du Sud global, comme Ibrahim Traoré l'avait prédit, peuvent repenser les structures de pouvoir international de manière plus autonome. Ce changement de perspective ne concerne pas seulement les gouvernements, mais aussi les citoyens, les entreprises et les sociétés civiles. À travers ce choc, c'est une nouvelle forme de résilience collective qui s'est forgée, où la souveraineté n'est plus perçue comme un acquis, mais comme un processus à défendre et à reconstruire au quotidien. Ce moment de rupture ne marque pas la fin d'un ordre, mais l'émergence d'un nouveau paradigme où chaque acteur, qu'il soit un gouvernement, une organisation ou un citoyen, doit redéfinir son rôle et son pouvoir dans le monde. La crise entre Washington et Pretoria est le révélateur d'un système plus fragile qu'il n'y paraît, et nous devons tous prendre conscience de l'importance de notre résilience face aux changements imprévus. Si cette dynamique vous interpelle, il est temps de s'engager dans une réflexion collective. Ne laissons pas ces événements se réduire à un simple spectacle politique. Partageons nos analyses, confrontons nos idées et créons des espaces de dialogue où chacun peut exprimer ses préoccupations et ses solutions.